Enregistrement. Bonjour Twitch, bonjour à tous, bonjour YouTube. C'est l'heure du bilan, pas du tout. On est le 17 novembre 2025, on est en trêve internationale, on s'est fait chier tout le week-end avec l'équipe de France. Mais c'est le bon moment de faire un bilan du début de saison d'Arsenal. Il s'est joué 11 matchs de championnat, 3-4 matchs de Ligue des Champions et 2 tours de Carabao Cup. Et pour une fois, Théo n'est pas. Je ne suis pas qu'avec Théo, mais bonjour Théo, bonsoir. Salut. Bonjour à tous. Salut Flo, salut Thomas. Salut Jérémy. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et un plaisir d'être là pour débriefer un petit peu cette moitié de première partie de saison de première ligue. Ce quart de saison. Ça va être fun. Un quart. Ouais, c'est très bien. Très bien. Et du coup, nous recevons Théo et Flo, co-animateurs du podcast Artilleur. C'est un plaisir. Et un plaisir évidemment partagé. Ouais. Et ça y est, on commence à se parler les uns sur les autres. Oh là là. Vas-y Thomas, je t'en prie. T'es mal organisé, putain, c'est mal organisé. Attendez, j'ai fait un. Alors que nous, nos podcasts sont irréprochables. On a sorti un épisode aujourd'hui, il est parfait. Bon, ça s'arrête à la moitié, mais il est parfait. Bah au moins, on fait un bilan de mi-demi-saison, vous sortez des mi-podcasts, c'est raccord. Hein. Exactement, on est raccord. Hein. Non, mais On est mea raccord. culpa, oui. On va faire des épisodes mea culpa maintenant à chaque fois, parce que chaque fois on fait des boulettes. Il est temps qu'on parte en vacances. C'était la trêve internationale, c'était le bon moment pour partir en vacances. C'est ça. Non, mais merci pour l'invitation en tout cas. On est très content d'être avec vous et on a hâte de débriefer ensemble. Avec plaisir. Du coup, en fil rouge, non. Si, on va commencer par parler d'Arsenal. Je vais faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. Et ensuite, on discutera de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé. Des coups de pied arrêtés. 45 minutes sur les coups de pied arrêtés, je pense. Minimum. T'imagines le truc. Enfin, regardez. On va faire une compile de tous les corners, là, je pense. Non, et après on parlera des autres clubs de Première Ligue parce qu'on a aussi on va pouvoir aussi un peu bitcher sur les autres parce que c'est ça qui est rigolo. Ok, je vais commencer du coup par. Déjà, vous voyez le classement. Arsenal est leader de Première Ligue après 11 journées, 26 points, 4 points d'avance sur City, deuxième, 6 sur Chelsea, troisième, et déjà 8 sur Liverpool qui est 8e, le tenant du titre. Les matchs qui ont été joués. Alors, en Première Ligue, il y a eu un splendide match d'ouverture contre Manchester United et une victoire 1-0. Leeds, bon, ça a été une formalité, 1-5-0. Anfield, la seule défaite de la saison. Ensuite, il y a eu Nottingham 3-0. Ça, c'était pour le mois d'août, septembre. Septembre, il y a eu le début de la Champions League. On y verra séparément. Le match nul à l'Etihad, à l'Emirates contre City et l'égalisation à la dernière seconde de Martinelli. Une victoire inespérée, mais qu'on voulait contre Newcastle à St James Park. La revanche contre West Ham également. La revanche contre Fulham, les bêtes noires de la saison dernière. Et ensuite, Palace, qui a été une équipe très solide, victoire 1-0. Et enfin, en Première Ligue, il y a eu Burnley, une victoire 2-0 assez tranquille, et un match nul concédé à la dernière seconde contre Sunderland, juste avant la trêve. Ça, c'était pour la Première Ligue. Les prochains matchs, je peux vous les montrer vite fait. Tottenham, Chelsea, Brentford, Villa et Wolverhampton. Ensuite, il y a eu 2 tours de Cup contre Port Vale et contre Brighton où il y a eu une large rotation de l'effectif. Et en Champions League, il y a eu... c'est Bilbao le premier match, oui c'est ça. Ouais. L'Athletic Bilbao en premier match, une victoire 2-0. L'Olympiakos aussi un 2-0, tranquille pépère. Et Champions League, le gros match, le 4-0 contre l'Atlético Madrid. On dirait pas comme ça. C'est ça. Que c'est contre eux qu'on a gagné 4-0. Ouais, alors que Port Vale, impossible. Et il y a eu le Slavia Prague, le dernier match de Champions League. 3-0. Arsenal est donc une des seules équipes à avoir fait 4/4 en Champions League. Et ça, c'est beau. Et en championnat, classement,
Arsenal est leader, largement première défense du championnat, avec 5 buts encaissés, 20 buts marqués. Donc c'est meilleure défense et deuxième meilleure attaque. C'est ça, deuxième meilleure attaque. On est solide. Globalement, on est solide. Comment Discord a planté? Non. Ah, c'est bon. Très bien, j'ai eu peur. Ok, je vais commencer par une question. Selon vous, quel a été le meilleur match de ce début de saison? Waouh. Je peux lancer des trucs à l'improviste comme ça. Le plus abouti? Ouais. Franchement, si je veux me lancer, je dirais quand même l'Atlético Madrid. Ouais. Pas juste par le score, mais je pense qu'on était tellement attendus et on avait tellement besoin, on s'attendait tellement à un match compliqué et on nous a un peu promis les enfers. Moi, j'ai trouvé surtout dans la maîtrise tout au long du match, avec en plus de la réussite, mais voilà, beaucoup d'occasions créées. On n'a pas volé les buts et beaucoup de situations différentes en plus de buts. Donc je trouvais ça aussi intéressant parce qu'on était complet à tous les niveaux et on avait l'impression que tout s'alignait à peu près, et offensivement et défensivement, parce qu'il y a eu quelques frappes chez eux, parce que quand même c'était l'Atlético Madrid, mais je les ai trouvés en réussite et c'était intéressant. Ouais, j'irais aussi sur l'Atlético en vrai, parce que c'est aussi là où tu as un Gyökeres un peu comme un poisson dans l'eau, je trouve. Là où tu commences à avoir une osmose offensive aussi, hein, une équipe qui tourne comme une horloge, qui a eu beaucoup aussi, qui a mis beaucoup d'efforts à étouffer l'Atlético. On en avait parlé tous les deux, je crois, ensemble, Jérém, mais c'est vrai que franchement, il y avait beaucoup de maîtrise, c'est peut-être le match où on a eu le plus de domination depuis le début de la saison, en tout cas jusqu'à ce moment-là. Et ce qui fait peut-être aussi que c'est le plus abouti, dans le sens où, en termes de sensations et en termes de contenu, on est sur une équipe qui a quasiment écrasé l'Atlético Madrid, qui est une équipe d'un fort standing, comme tu as dit, Thomas. Donc, c'est une bonne chose. Puis après, c'est vrai aussi que derrière, c'est une équipe qui tourne bien aussi parce qu'elle encaisse pas du tout, à part contre Sunderland. C'est simplement contre des adversaires un peu moins forts, même si Crystal Palace était une bête noire, de laquelle on s'en sort. Mais c'est vrai que l'Atlético, ouais, en contenu, standing, contexte, c'est le match le plus abouti, c'est sûr. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation en vrai. Flo? Je vais essayer de contrebalancer un petit peu du coup. Avec Et je plaisir. parlais de la première mi-temps du coup. Je vais essayer pour apporter quelque chose de différent, mais c'est pas un match en tant que tel, mais plus une première mi-temps. Mais la première mi-temps qu'on a fait contre Sunderland, ne compte pas contre Sunderland, pardon, je suis en train de me brouiller les pinceaux, mais contre Burnley, moi je l'ai trouvé extrêmement bien abouti, avec justement du jeu, des offensives comme Gyökeres qui commence à mieux se trouver, et puis une équipe qui arrive à très bien varier ses circuits de passe entre des schémas de transition et des schémas de domination de football. Et j'ai envie même de dire une autre mi-temps que j'ai trouvé intéressante, c'était celle justement de Sunderland en seconde période, où là on s'est retrouvé dos au mur, difficulté face à un bloc-back très très solide et face auquel on s'est créé beaucoup d'occasions avec un apport des latéraux que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qu'on détaille un petit peu dans l'épisode qu'on a sorti aujourd'hui dans Artilleur. Je suis un peu d'auto-promo, excusez-moi, mais j'en profite. C'est un scandale. Et puis, non, voilà, franchement, donc ces deux mi-temps-là, c'est pas des matchs complets, mais en fait, c'est un peu symbolique. Je prends des matchs qui sont joués récemment. L'Atlético s'est joué récemment, puisque ça démontre aussi qu'on est une équipe qui commence un peu à monter en puissance, à se trouver. On n'a pas été épargné par les blessures, mais malgré ça, je trouve que la dynamique qu'on commence à lancer est intéressante et le Arsenal, à son plein potentiel, est encore très loin. Mais malgré ça, je trouve cool que Arteta ait réussi à faire monter l'équipe en puissance. Ouais, parce que c'est vrai que sur les premiers matchs, surtout United et Liverpool, ça ronronnait un max. Ça ronronne un max, même s'il y avait eu la victoire contre Leeds, mais bon, il y a eu 5-0 contre Leeds, mais bon, on disait que c'était que Leeds. Ça a quand même, le match contre United, tu gagnes 1-0 sur un but sur CPA. À Anfield, t'es quasi pas dangereux.
Il y a eu des galères offensivement. Il y a eu le fait que Gyökeres ait mis du temps à s'acclimater et à peser dans le jeu en plus en plus de sa présence dans la surface. Mhm. Il y a aussi eu beaucoup de blessures, du coup beaucoup de turnover un peu forcé du coup. C'est ça, la blessure de Havertz, elle est complètement en corrélation avec le fait que Gyökeres a du mal à s'adapter. Je pense qu'avec un Havertz qui est pas blessé, on peut donner beaucoup plus de temps à Gyökeres pour s'adapter. On ne le fait pas jouer dans des bourbiers comme Anfield par exemple ou face à City et prendre plus de temps pour comprendre le jeu et se développer. On voit aussi, moi je trouve, je t'ai coupé la parole et je m'en excuse, mais Non, vas-y. les matchs où il était le moins performant, je trouve, des matchs où il était beaucoup fatigué. Il a enchaîné quasiment tous les matchs à 90 minutes non-stop. Et Burnley, en fait, c'est justement le seul match qu'il fait où il a une semaine de repos. Il est reposé sur le match de Ligue des Champions qui était contre... tac, 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 j'ai un trou. Ça devait être... Ah, c'était un match plus tranquille. Bilbao? Carabao Non, pas Bilbao. Carabao, il devait y avoir Merino, non? Non. Ah oui, c'était en Carabao contre Brighton, excuse-moi, bien vu Thomas. oui, c'est ça. Donc, et là, on l'a senti du coup beaucoup plus frais et beaucoup plus disponible. Et je pense que c'est aussi ça qui fait défaut aujourd'hui à nos secteurs offensifs, c'est que on demande beaucoup à nos joueurs offensifs en termes de pressing, en termes de jeu avec ballon, en termes de course aussi, de jeu sans ballon quand tu vas provoquer des courses pour déséquilibrer bloc ou autre, mais pas forcément recevoir la balle. Et c'est des joueurs en fait qui gagnent beaucoup à sortir rapidement pour injecter du sang frais. On l'a beaucoup senti contre Sunderland justement, où quand on recule énormément en fin de match, c'est aussi parce qu'on a plus de joueurs qui sont frais pour faire le pressing et puis maintenir le jeu un peu haut sur le terrain. Et on n'a personne pour les remplacer. Donc paradoxalement, en fait, ça nous a handicapés et je trouve qu'un Gyökeres, c'est celui qui a le plus subi ce manque de turnover parce que c'est là où il y avait personne pour le remplacer à son poste, hormis Merino. Et Merino, bien que j'aime beaucoup le joueur, on a très bien vu contre Sunderland que c'était pas forcément le joueur le plus adéquat pour jouer contre des blocs bas ou contre des grosses équipes défensives. Théo? Regarde aussi, au début de la saison, Liverpool, il y a pas Odegaard, et puis Zubimendi est pas encore totalement adapté, donc il y a des difficultés dans le jeu. C'est vrai que ce début de saison, il est un peu poussif offensivement, mais il y a effectivement, oui, même sur la base du jeu, il y a effectivement du rodage à faire. On a aussi Eberechi Eze qui arrive plus tard, et qui du coup met du temps à s'adapter. Donc c'est vrai qu'aussi offensivement, en fait, finalement, quand tu alignes une équipe quasi type offensivement, t'avais Saka, Eze et Gyökeres, deux nouvelles recrues. Sinon, t'avais Madueke aussi, qui aussi apprenait un petit peu le jeu de l'équipe. Donc ça tournait pas aussi fort que justement qu'en novembre ou même en octobre. Et c'est vrai que je trouve que ce qui symbolise vraiment ce début de saison aussi, c'est les clean sheets, quoi, hein. On n'encaisse pas depuis depuis le 28 septembre, avant Sunderland, ce qui est complètement dingue. Ce qui montre que c'est un début de saison assez exceptionnel qu'on vit. Et je trouve aussi que si contre Burnley, contre Brighton, puis même aussi contre l'Atlético, on se trouve enfin offensivement, la saison d'Arsenal pour l'instant, elle se résume surtout d'un point de vue défensif, et c'est ça qui est assez impressionnant, beaucoup plus impressionnant que ce qui peut arriver pour des candidats au titre précédents. Parce qu'on compare déjà Arsenal au Chelsea qui encaisse 15 buts dans la saison avec Mourinho, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et, euh, et c'est pour ça aussi que le match contre Sunderland où on fait 2-2, il faut surtout retenir la deuxième période et il faut surtout retenir aussi la réaction de l'équipe qui montre que c'est une réaction de champion aussi. Et le but est à la 90e plus 4. J'ai pas envie de dire qu'il est anecdotique parce qu'au final on se retrouve avec 2 points perdus. Mais c'est quand même un coup du sort scénaristique où 9 fois sur 10 peut-être, ou allez, 7 fois sur 10 pour être gentil, on peut partir avec la victoire. Donc franchement, c'est très impressionnant, quoi. Et c'est rassurant aussi qu'à la fin de la trêve, on va retrouver nos blessés, nos blessés seront de retour et on pourra aussi refaire tourner, quoi. Donc c'est cool. Ouais, le truc, oui, c'est la stat qui est beaucoup sortie, c'est le fait que sur le mois d'octobre, en première ligue, t'es encaissé 0 but. Parce que City et Liverpool, c'est en août, et Sunderland, du coup, c'était là début novembre. Ouais, et surtout, sur la force défensive, le truc qui est un peu ouf, c'est qu'il y a eu une charnière type
qui s'est dégagé avec Calafiori qui peut enchaîner Gabriel Saliba Timber devant Raya. Mais on a aussi vu, c'est Gabriel ou Saliba qui ont manqué quelques matchs. Et même en Champions et en Europa, il y a eu un peu de rotation sur les latéraux. Et même comme ça a tenu. Il y a Rice et Zubimendi qui font aussi un taf, un peu ouf sur le travail défensif. Mais oui. Pardon, non, je dis c'est ça. T'as la sensation que même quand tu en bouges, on va dire un ou deux, ou même deux ou trois dans l'équipe, tu perds pas l'équilibre général, tu perds pas les automatismes, au moins défensifs. On voit que c'est quand même, ça a été quand même un peu plus, comment dire, un peu plus brouillon offensivement, mais c'est logique. On a fait des trios offensifs où il y avait quasiment personne qui se connaissait par moment, avec Madueke, Gyökeres et aller peut-être Martinelli à gauche de temps en temps, mais voilà, on a fait des trucs où personne se connaissait vraiment, donc malgré tout, on est quand même, comme tu disais, deuxième, troisième meilleure attaque. Voilà, ça reste quand même exceptionnel. Et derrière, en effet, même dans la rotation, on avait des intégrations. Alors, Hincapié, on l'a pas encore trop vu, mais Mosquera, c'est impressionnant la facilité avec laquelle il est rentré dans le back four. Et même si on va plus loin, Zubimendi, ça a été relativement rapide aussi, avant qu'il prenne vite les rênes de l'équipe, et qui, je pense qu'il a permis aussi, en s'installant vite, à Rice de se remettre, de retrouver des repères, parce que je pense qu'il y avait aussi une forme de rééquilibrage pour lui après l'année passée, avec Partey, avec Merino, avec tout ça qui bougeait pas mal au milieu. Je trouve que c'est aussi leur bonne intégration, le fait que Zubi soit arrivé très tôt. Ça a permis aussi qu'il rentre vite dans le jeu, trouve vite ses marques. Ouais. Et puis voilà, et les deux maintiennent quand même beaucoup l'équilibre, parce qu'on a dit aussi qu'on avait perdu Odegaard. Les deux au milieu, ils permettent de bien accompagner les transitions et de bien accompagner offensivement les joueurs pour les mettre dans de bonnes situations. Et puis t'avais un risque, enfin j'avais une grosse peur avec Zubimendi, c'est que avec toute l'intersaison compliquée qu'on a vécue suite au départ de Partey et puis sa fin de base sur Twitter qui était omniprésente, j'avais très peur en fait que les premiers matchs de Zubimendi soient compliqués et que très rapidement on ait des débats sur mais Partey l'aurait fait mieux, et que beaucoup de choses se résument à ça. Et le fait qu'on n'ait pas eu ça, en fait, ça démontre à quel point Zubimendi a été très vite très impressionnant. Mais J'ai eu 2-3 trucs quand même où on comprenait pas, par exemple, la verticalité de Zubimendi par rapport à la temporisation de Partey. Et justement aussi, c'était un curseur à réajuster entre ce qu'on réclamait avec Partey et puis ce qu'il nous faisait aussi. C'est-à-dire parfois même un peu trop de temporisation. Et Zubimendi qui joue très vite et qui n'est pas un big game player, on n'est pas un joueur d'affiche. Zubimendi, c'est un joueur de collectif. Donc en fait, on regarde pas forcément par la même focale les deux joueurs. Et c'est ça qu'il a fallu aussi peut-être un peu assimiler, mais dans l'ensemble, oui, un poisson dans l'eau, c'est un truc de fou, quoi. Mais moi, Zubimendi, il m'a même surpris enfin, je m'attendais à ce qu'il soit un 6 régulateur et qui dicte le rythme du match et tout ça, ça, je m'y attendais. Mais les petites balles lobées par-dessus la ligne de défense dans le dos du latéral, ça, je savais pas qu'il avait ça sous le pied et c'est splendide. Et même il y a le Les reprises de volée. Oui, les reprises de volée, c'est ça. Entrée de surface, il a l'air trop. Après, c'est un truc où Partey était comment dire, c'était une des qualités de Partey, le fait de mettre des mines à l'entrée de la surface. Et moi, je savais pas que Zubimendi savait faire ça. Et du coup, tant mieux. Et il y a même sur certaines phases, plus récemment, il y a eu des phases où il faisait des appels dans la surface. Et avec Rice, ils switchaient de lequel reste devant la défense et lequel se projette. Et même avec Eze, il commençait à y avoir de plus en plus d'échanges de permutations, tout ça. Et donc ça, c'est des trucs qui se chopent avec l'habitude, quoi. Mais déjà, juste de voir ce qu'il est capable de faire sur les 15 premiers matchs, bon, disons qu'on comprend pourquoi c'était le 6 que tous les gros clubs européens voulaient, quoi.
Et puis je voyais avec l'Espagne là, je sais plus c'est qui disait à quel point l'Espagne rayonnait aussi depuis qu'il était entre guillemets c'est pas depuis qu'il avait repris parce que ça l'était bien avec Rodri, mais certains qui commençaient à dire je sais pas si Rodri retrouvera sa place de titulaire avec ce que réalise Zubimendi aujourd'hui avec l'Espagne quoi. C'est pour dire à quel point dans quel cours commence à rentrer en tout cas actuellement et qu'on le voit aussi j'ai envie de dire rentrer aussi dans la discussion avec les gros 6, les gros 8 de la ligue, que ce soit Gravenberch, que ce soit Bah, comment Rodri. dire, Dis-le, le joueur de Chelsea qui est meilleur que Rice, dis-le. ah putain, je trouve plus son nom, comment il s'appelle, oui, c'est un équatorien, mais je trouve pas son nom, pardon, je vois pas, Je vois pas de qui tu parles. mais je vois pas de qui tu parles. Non, mais voilà, c'est c'est intéressant en tout cas que tout le monde commence à voir aussi ce joueur-là, quoi. Tant qu'on est sur Oui. les recrues, je sais pas si vous y avez des trucs encore sur Zubimendi, mais du coup on pouvait commencer à parler de Mosquera, qui est sorti de nulle part. On s'attendait à avoir un backup un peu cool pour les matchs de coupe. Et en fait, il s'est retrouvé à devoir jouer des matchs de championnat direct. Même, c'est Anfield où il est titulaire, si je ne me trompe pas. Anfield ou Il City? est pas titulaire, mais il rentre Ah oui. à Anfield 2 minutes après, vu que Saliba se blesse. Exact. Et contre City, alors attends, je crois que contre City, il démarre titulaire, mais il sort à la mi-temps et Saliba Ah, rentre. exact. Mais voilà, mais le mec a surpris tout le monde. C'est l'impression que j'ai eue de la réaction à ses premiers matchs, c'est que il est beaucoup plus fort que ce qu'on s'attendait en ayant juste vu comment dire, sa fiche Wikipédia, tu vois, un jeune défenseur qui arrive de Valence pour 15 millions. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse pas tâche dans une défense où d'habitude les titulaires sont Gabriel et Saliba. Valence en plus mal classé en Liga depuis de nombreuses saisons. C'est vrai que tu te dis bon, mais après ce qui a été impressionnant, c'est le fait à quel point il ressemble à Saliba esthétiquement parlant. C'est un truc de malade. Alors, déjà, il fait à peu près la même taille, peut-être un peu plus grand ou un peu plus petit, je sais plus. Mais en termes d'aisance, au début, c'est vrai qu'au début, il stresse un petit peu. Voilà, il fait des petites touches de trop ou des petites imprécisions techniques, mais qui sont pas gênantes. Mais tu vois quand même que le mec est pas trop à l'aise. Mais au bout du 3e match ou 4e match avec nous, c'est peut-être contre Forest ou je sais plus, Bilbao peut-être. Je crois que c'est contre Bilbao. Où vraiment, là, il est un poisson dans l'eau, pareil, comme Zubimendi, très adapté, dominant, prend beaucoup d'initiatives avec et sans ballon. Enfin, franchement, très impressionnant. Puis de la maturité aussi, c'est ça qui est assez fou avec ce joueur, c'est que c'est pas facile pour un défenseur central de commencer en première ligue en étant jeune. Lenny Yoro peut en témoigner. Même Saliba a été prêté pour ça. Wesley Fofana aussi. Enfin voilà. Et au final, c'est quand même un joueur qui a une aisance assez incroyable dans les duels, très bon. Et puis à la relance, qui ose de plus en plus. C'est ça qui est intéressant avec lui aussi. Et polyvalent, parce qu'il a joué latéral droit sur les 2 axes de la défense centrale. Et puis avec une aisance aussi toujours importante, pas de perte de repères, c'est ça qui est fou. Ce qui m'a impressionné du coup, c'est dans son choix de venir en fait. Là où beaucoup de défenseurs auraient pu refuser de venir parce que donc la charnière est quand même bien bouchée avec 2 joueurs qui sont pas loin de leur prime du coup et qui ont quand même beaucoup de saisons devant eux à leur très haut niveau. Je pense que beaucoup de défenseurs auraient refusé de venir à Arsenal et auraient préféré aller dans d'autres clubs plus modestes comme Chelsea par exemple où là il y a plus de place pour jouer. On peut aussi penser à Nkapie qui était un peu dans ce cas-là. Mais lui, il n'a pas hésité une seule seconde. En fait, il voulait à tout prix rejoindre le club et la, la résilience dont il fait preuve pour justement être prêt et se battre pour sa place, même s'il part avec une longueur de retard, ça m'a beaucoup impressionné. Et on l'a très vite senti dans son entrée justement contre Anfield, contre Liverpool, où Saliba sort. Toute l'équipe d'ailleurs commence un peu à reculer à ce moment-là parce que la colonne vertébrale de l'équipe est complètement enfin voilà, elle est déboussolée et il y a un gros changement qui se fait là. Et on va monter en puissance progressivement en plein mi-temps avec lui parce qu'il va montrer à tout le monde qu'il est prêt, qu'il est là, qu'il se bat. Et cette mentalité en fait de joueur qui est prêt à tout et qui veut tout prouver en fait, c'est extrêmement rare. Je pense que c'est une des qualités les plus importantes si tu veux réussir dans le football et avoir une grosse carrière. Et le fait qu'il a à cet âge-là, en venant de Liga, alors que moi personnellement, quand il est venu, j'avais quand même des doutes
le niveau défensif de jouer en Liga. Il y a quand même pas mal de défenseurs qu'on a recrutés des championnats là qui ont très peu marché. Je pense à Gabriel Paulista ou à Mustafi pour ne citer qu'eux. Et Les deux qui viennent de Valence, surtout. Les deux qui viennent Aussi. de Valence en plus aussi, En ouais. plus, Donc j'ai eu, ouais, en fait, j'avais un petit peu de réserve. Et voilà, donc en fait, on voit que, ouais, bah, déjà, comme dit Théo, déjà, c'est un petit peu, enfin, plus logiquement, c'est quand même très proche de Saliba. Et puis en plus de ça, donc il y a une vraie mentalité de gagnant. Et c'est hallucinant, quoi. Moi, il m'a vraiment coupé le souffle à Anfield. 15 millions. Hein. Non, 15 millions. Alors après, il y a toujours des marges de progression. On l'a vu contre City, il était, on voyait, c'est clair qu'il est de mieux en mieux à la relance, mais là encore, on voyait quand même que nos circuits de passe n'étaient pas encore suffisamment travaillés avec lui. Il y a pas mal de fois où il ne l'osait pas, et bah, c'est tout à fait normal après. Et parfois, je le trouve aussi un petit peu trop naïf sur 2-3 placements qu'il peut faire dans sa façon de gérer des duels, mais c'est tout à fait normal quand tu as même pas 10 matchs de PL dans les jambes et que tu es jeune, hein, mais le potentiel, en tout cas, qu'on a avec lui est franchement phénoménal. À titre de comparaison, Saliba, à son âge, il était prêté à Nice parce que Arteta ne le pensait pas prêt. Et là, on a un Mosquera qui, lui, a directement reçu la confiance de Arteta, quoi. Et Gabriel, à son âge, c'était pas loin d'être irréprochable. Bon, après, le truc, c'est que Oh oui. la chance que Gabriel avait, c'est qu'il y avait des mecs pires à côté, du coup, ça se voyait moins. Mais il y a quand même des matchs avec 0 spectateur sous Covid où Gabriel, on se demandait, comment dire, on se demandait jusqu'où il allait, enfin, est-ce qu'il allait rester longtemps chez nous, et le mec a juste step up avec l'équipe à un niveau phénoménal. Lui aussi, ça a été un switch, je diverge, mais c'était un switch mental aussi, en fait. Il a commencé à faire ses premiers matchs où il se plantait, et très rapidement, en fait, il s'est entouré d'une équipe de spécialistes, en fait, avec un coach mental, un nutritionniste, un coach tactique, tout ça personnalisé, en fait, qui lui ont permis de progresser monstrueusement. Là aussi, c'est, je trouve, une preuve que si t'as pas la mentalité, le mindset pour persévérer en première ligue, tu pourras pas y arriver. on en parle dans le dernier épisode portrait de Gabriel, si jamais. Exactement. Du coup, Zubimendi, Mosquera, ok. On peut partir sur Gyökeres. Il est à 6 buts, si je me trompe pas. Je vais aller vérifier. Mais Il est à 6 buts, ouais. sur les premiers matchs, en fait, la petite promo au passage. Exactement, il est malin. Les premiers matchs de Gyökeres, en fait, c'est surtout le match contre Leeds où je m'étais dit, s'il fait ça toute la saison, c'est-à-dire mettre les tap-in, mettre les penalties et de temps en temps se créer un but, ça me va. Le truc, c'est que les matchs qui ont suivi ça, les matchs qui ont suivi ça, il a été beaucoup moins présent et il a plus les occasions pour se mettre en valeur. Après, il y a aussi la fatigue physique dont on a parlé tout à l'heure. Mais depuis quelques matchs, le mec a progressé juste dans le jeu, dans ses remises, dans ses appels. Et il a remarqué... c'était contre qui qu'il a marqué? Il a marqué un doublé pas très beau, mais il a marqué un doublé quand même. Et ça, pour sa confiance et tout ça, c'est super. Et moi, je trouve de mieux en mieux. Théo? Ouais, de mieux en mieux. Moi, le truc qui me faisait un peu péter mon crâne, c'est ces appels. Pas du tout intuitifs. Alors, enfin, il y a toute une question, il y avait toute une question sur Twitter entre les mecs ne savent pas le servir et lui ne sait pas se servir. Il y avait un peu des deux en vrai, parce que bien sûr, tu as des compréhensions à tisser avec les partenaires. Mais c'est vrai aussi qu'en regardant aussi parfois un petit peu juste une caméra isolée entre guillemets de Gyökeres, c'est vrai que c'était souvent des appels très droits, très rigides, parfois très hésitants, c'est-à-dire qu'il attend la passe pour faire l'appel et pour chercher une zone. C'est-à-dire qu'il attend la passe dans une zone et pas il attend la passe dans ses pieds lancés. Et puis le fait de ne jamais faire d'appel pleine course, c'est-à-dire qui peuvent être par exemple des appels courbés, où tu traces une ligne un petit peu courbée pour arriver lancé derrière la défense par exemple. Aussi un problème de placement dans les zones clés pour remiser, mais ça c'est pas grave, ça fait partie de notre jeu, parce que Havertz a fait la même chose dans les mêmes situations, Lacazette a mis du temps aussi à apprendre, donc ça c'est pas grave. Mais ne serait-ce que pour les appels, connaissant bien Gyökeres parce que je le regarde depuis Swansea et surtout Coventry en Championship,
il répliquait en fait ce qu'il faisait depuis 3-4 ans depuis le Championship et il fallait s'adapter. Mais c'est vrai que c'est de mieux en mieux aussi sur l'aspect compréhension, ses coéquipiers le comprennent beaucoup. Et lui aussi fait des appels beaucoup plus tranchants, beaucoup plus convaincus, avec beaucoup de conviction. Et il est mieux servi. Donc c'est une bonne chose. Je trouve aussi que la blessure d'Odegaard l'empêche, enfin les deux blessures d'Odegaard coup sur coup, l'empêchent de développer de très bonnes relations avec notre capitaine, dans le sens où Odegaard a l'habitude de travailler avec un attaquant de profondeur comme Haaland. Ça a beaucoup marché en sélection pour les deux hommes au qualif. Et ça a commencé à prendre avec Gyökeres, mais vraiment à très très bien prendre. Et là, il a fallu reconstruire une relation avec Eze en 10, qui en plus n'est pas forcément un poste qui maîtrise beaucoup Eze, le pur 10 très créateur comme ça, comme Odegaard. Mais au final, il s'en sort bien. C'est vrai que Flo, tu disais qu'il a beaucoup joué, ça a un petit peu retardé son adaptation et en tout cas, ça l'a précipité. Ça, c'est vrai. Et on aurait aimé peut-être qu'il ait plus de temps pour lui, pour se développer, pour même revenir au niveau physiquement, ne serait-ce que ça. Et puis aussi lancer dans le grand bain sans compréhension, sans rien, et ça, voilà, il s'adapte, c'est de mieux en mieux. Contre Burnley, le match est très abouti. Enfin, ses 60 premières minutes sont très très abouties. Il y a aussi cette passe sur le deuxième but qui est très bonne. J'ai eu peur que ce soit une passe ratée. Au final, c'était très très bien. On sait pas, on saura jamais, mais on dira que c'était une passe réussie. Mais sinon, franchement, non, sinon c'était très très abouti, vraiment très très bon. Et c'est dommage que la blessure arrive à ce moment-là. Enfin, c'est logique qu'elle arrive maintenant, mais c'est dommage parce que il commençait à devenir vraiment vraiment très très bon, quoi. Je viens de me rappeler qu'il était blessé. J'avais oublié. Ouais. Mais du coup, il sera pas là dimanche ? Je sais pas. C'est le petit suspense. Ah, c'est terrible. Quand on voit comment Odegaard sert bien à Haaland, Gueule lui ressemble un peu en bien moins fort en sélection, ça rend optimiste. C'est ça. Après, le jeu de la Norvège était un peu construit pour ça aussi. C'est-à-dire que la Norvège n'est pas une équipe de possession. Mais oui, les deux ont des capacités. Pardon. Non, vas-y. Non, et puis nous, ça fait des années qu'on est construit comme ça. Je veux dire, on a quand même une structure d'équipe où depuis des années, on joue avec un 9 qui joue dans le cœur du jeu, qui vient remiser, qui s'installe avec les ailiers, qui vient attirer le défenseur pour que ça parte dans son dos. Enfin, vraiment, il y a des réflexes naturels de l'équipe que tu as l'impression qui existent depuis longtemps, depuis la Casette, qui ont toujours été là. Et même la Casette jouait ce rôle-là. Donc, tu as un truc de désapprendre un petit peu avec ce jeu-là. Et puis que Gyökeres aussi, à un moment donné, gagne je trouve en diversité dans son jeu, parce que les premières prises de balles étaient compliquées. J'ai trouvé qu'il y avait des matchs aussi contre Newcastle, moi je l'ai trouvé très intéressant, où il est arrivé à provoquer des choses, à être intéressant en remise, à être intéressant dans ses déplacements. On le trouvait bien, il était plus propre techniquement, un peu moins de déchets. Et voilà, il a fallu lui aussi qu'il réapprenne un petit peu à jouer différemment, ou au moins de pas être téléphoné dans son jeu. Et nous peut-être aussi, hein. Nous, ça nous a aussi fait, moi je trouve même que Raya par exemple a fait évoluer son jeu en essayant de jouer beaucoup plus souvent long, en essayant d'aller chercher dès que l'équipe vient presser, d'aller chercher long dans le dos. C'est intéressant aussi comment toute l'équipe a diversifié son jeu, quoi. Ouais. Et pour complémenter ce que tu dis très bien, c'est que l'équipe s'est adaptée, lui aussi s'est adapté. Sur le match contre Sunderland, je trouve qu'il fait un match quand même qui ressemble beaucoup à ce qu'on demandait à Havertz. De manière générale, avec la participation au jeu, les remises dans le dos, et puis pas forcément d'avoir de présence dans la surface de réparation. Mais j'ai dit Sunderland, mais c'est pas du tout Sunderland, c'est Burnley, pardon. De pas forcément avoir une présence dans la surface, mais d'être disponible pour faire le relais de l'équipe et accélérer le jeu. Là où je pensais qu'il n'était pas capable de faire ça, très honnêtement, quand on l'a recruté, comme l'a très bien dit Théo. Et moi, je trouve que on découvre en tout cas une facette de son jeu que je ne lui soupçonnais pas sur les derniers matchs, et qui va être intéressant. Ce qui serait, moi, je trouve, le plus pertinent dans le futur, ça serait d'avoir un mix entre ses forces qu'il avait auparavant de finisseur, d'appel de balle, et puis ce genre de choses, de combiner ça justement avec ce qu'on demandait à Havertz, donc de participer au jeu et de pas trop s'éparpiller dans les deux rôles, mais de garder un petit peu un condensé du deux meilleurs, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'un peu unique qu'on a,
qui pourrait nous faire beaucoup de bien sur des matchs contre des blocs médians. Là, on a beaucoup galéré. Il y a un truc qui m'a fait un peu stresser, mais c'est un stress, ça va, c'est pas du gros stress, c'est pas une crise d'angoisse en gros. C'est la période de disette entre Leeds et Oui. c'est l'Atlético ou c'est Oui, plus. c'est- Oui, c'est l'Atlético. Oui. Ah, il a marqué contre Forest aussi, pardon. Mais Oui. ouais, entre Forest et l'Atlético, du coup. Ouais. Cette période de disette-là, on se disait, pour justifier aussi son recrutement, et ce qui était très vrai, c'est que c'était un joueur qui, sur les 3 dernières années, n'avait eu aucune crise de confiance. Enchaîner les buts, Coventry puis Sporting de saison, enchaîner les buts, il tirait, ça rentrait. Enfin, il n'y avait vraiment aucun problème de conviction 100%, confiance 100%, mais surtout une finition létale. Et je me suis dit, entre Forest et l'Atlético, est-ce que il va pas commencer à perdre patience sur son goal ratio? Est-ce qu'il va pas commencer à perdre patience aussi sur son investissement sur le terrain? Parce qu'il faisait beaucoup. Il faisait beaucoup aussi pour comprendre. Ça fait beaucoup d'efforts mentaux quand même de comprendre le jeu. Et puis tu commençais à avoir un Gyökeres qui osait un petit peu moins. Max le dit très bien dans le chat, contre Fulham, c'est peut-être un de ses pires matchs dans le sens où il est absent, il perd beaucoup de duels. Il y a West Ham, c'est pas dingue non plus, mais ça va. Bref. Tu dis, est-ce qu'il a pas quand même... Enfin, il faudrait pas qu'il sorte à un mur quand même, parce qu'on en a besoin pour qu'il marque et tout. Et là, il sort un match contre l'Atlético où effectivement, il profite du momentum de l'équipe. Il met 2 buts, pas forcément beaux, mais ça lui fait beaucoup de bien, tu vois. Et son deuxième but, cri de rage absolu, enfin, ça lui fait beaucoup de bien. Et c'est là où aussi ça peut le servir, dans le sens où, à la fois, ça fait 3 ans qu'il n'a pas connu une crise de confiance, et à la fois aussi ça va le servir parce que ça va le remotiver pour enchaîner, et pour résister sur peut-être des prochaines crises de confiance, parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas marqué 40 buts en première ligue. Déjà 18, c'est très très bien pour une première saison, qu'on se le dise, uniquement en championnat. 15-18, c'est très bien. Mais si ça peut le lancer un petit peu, puis nous aussi, on a besoin d'un mec ne serait-ce qu'un mec qui mette 15 buts, on en a besoin, parce qu'on n'en a pas forcément eu ces dernières saisons. Il y a que du positif à lui pour retenir pour la suite, quoi. Et puis ensuite, on le voit, Atletico, il met 2 buts, Burnley, il marque. Et c'est dommage que la blessure casse un peu cette dynamique, parce que 4 buts en 3 matchs, c'est quand même pas mal, quoi. Et on retrouve un Gyökeres beaucoup plus pertinent aussi dans le jeu et devant le but. Donc on a de la... C'est Ian Wright qui disait en fait à son arrivée dans le podcast Arseblog très intéressant, où il disait qu'il avait parlé à Gyökeres, il avait dit que tu vas avoir des moments très difficiles à Arsenal, ça c'est sûr. Sers-toi du coup de tes forces et de ta confiance que tu as emmagasinées jusque-là pour les surmonter et faire en sorte que tu arrives à progresser. Et comme tu le dis très bien Théo, en fait, je trouve que pour le moment il y est arrivé. Et il aura d'autres moments durs, ça c'est quasiment sûr dans la saison et plus tard dans sa carrière à Arsenal. Et l'important sera toujours de rebondir. Arsenal avait dit dans tous les cas qu'il cherchait un attaquant qui serait capable de rebondir après une période sans but. Donc oui, tu le dis, c'est très bien que tu mettes ça en valeur parce que ça va être aussi, je pense, au cœur des débats sur les prochains matchs qui vont arriver. Mais ça, c'est peut-être la qualité de la force mentale, c'est peut-être l'avantage de recruter un mec qui a 28 ans et qui en a pas 22, qui est que il a eu ses échecs en Angleterre et après il a eu son ascension au Sporting. Du coup, avoir un mec qui a 28 ans, c'est peut-être un des avantages d'avoir cette force mentale-là, d'avoir su rebondir plutôt dans ta carrière et dans ta vie. Mais moi, Gyökeres, le truc que j'ai dit tout à l'heure de ce que j'attends de lui, c'était de marquer les buts de merde. Mais maintenant, je me dis qu'en fait, ça va être le joueur exceptionnel quand on va jouer contre des défenses à chier. Contre les défenses de merde, il marquera à chaque fois, et ça me régale. Après, la question c'est, mais en fait, je me suis dit ça en complémentarité de. Je pense pas qu'il jouera les très gros matchs. Je suis pas sûr que si Havertz revient bien et se répète pas et son physique tient, je suis pas sûr que Gyökeres soit titulaire pour les quarts de Ligue des Champions. C'est des matchs qui semblent plus logiques, qui sont plus idoines pour le profil d'Havertz. Après, ça se trouve, Arteta va titulariser les deux ensemble et on sait pas encore comment. Mais En vrai, pas sûr. Hein. C'est mon sentiment. Ouais. Pas sûr, parce que... Il faudrait que les deux soient pas blessés. Déjà, ça c'est déjà quelque chose. Ce qui n'arrivera jamais. Jamais, c'est pas possible. Dès qu'on soulèvera un trophée, il y en aura forcément un béquille à côté, c'est sûr. Voilà, on pourra pas avoir les deux. Exactement.
Mais tu fais un foot alternatif pour les fantaisies. On a Gyökeres contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. On est peut-être en finale. Parce que c'est quelqu'un qui a les capacités de battre Oui. régulièrement Donnarumma ou n'importe quel gardien. Bah après, Sur le papier, en tout cas, je dis. on a joué une demi-finale de Ligue des Champions avec Merino devant, donc bon. Voilà, et on a eu des occasions, on les a pas finies. Donc, Oui. tu vois, tu Et- dis, Surtout que ça c'est dépend plus quel Donnarumma, adversaire. surtout Et que ça. Donnarumma est extraordinaire, oui. Il y a Vu ça que aussi, Chevalier, ouais, j'ai c'est moins clair. peur quand même. Bah, de toute façon, le PSG, c'est un peu le même truc, c'est qu'ils seront ils auront des Désolé blessés pour les toute la saison. Parisiens, mais Oh. Ouais. En termes de recrues et de blessés, transition de fou. Madueke, qui du coup est lié de Chelsea qui est arrivé cet été pour 50 millions, qui a joué à gauche quelques matchs, et Saka s'est blessé, il en a joué à droite aussi, et après il s'est blessé lui aussi. C'est bien, moi j'aime bien. On l'a pas encore assez vu en vrai, et ce qui va, moi j'ai envie de voir son challenge numéro 1 dans toute sa carrière à Madueke, c'est la régularité. Et malheureusement pour l'instant on n'a pas vu un Madueke qui avait l'opportunité d'être régulier parce qu'il est blessé. Mais j'ai hâte de voir ça parce que c'est quelqu'un qui en plus a été coupé en plein élan d'apprentissage de notre jeu. Mais la succession, enfin le retour de certains de nos attaquants avec sa blessure ont fait qu'on a pu un petit peu se débrouiller. Mais en termes de drill, en termes même de gestes punitifs, on va dire pour une défense, Madueke c'est hyper précieux. Ça va challenger aussi Saka sur ce point de vue-là, ou l'aider aussi, parce que on voit Saka aussi qui est beaucoup plus avenant et beaucoup plus qui ose beaucoup plus dans les 1v1, voire les 2v1. Ça marche aussi bien. Martinelli et Trossard pareil. Donc ça va un petit peu dynamiser tout le monde, mais c'est vrai que Madueke il a beaucoup apporté tout de suite sur ça, les différences individuelles et sur le fait de centrer en retrait. Alors après il y a pas beaucoup de receveurs, la finition a beaucoup manqué. Et ce qu'on nous a dit de la part de la fanbase de Chelsea, c'était qu'il n'est pas régulier. Oui et non. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait de la rotation, puis il faut dire aussi que l'équipe de Chelsea ne tourne pas à 100% depuis 3-4 ans. Depuis que Clear Lake est arrivé. Donc il faut mettre ça en perspective. C'est pas un bon contexte non plus le jeu. Mais moi je l'attends là-dessus. À son retour de blessure, c'est vrai qu'il y a quand même Saka qui revient, donc va bouger Saka. Même s'il y a de la rotation à prévoir, je pense, parce que Saka, il est mieux quand il est frais, ça c'est sûr. Je pense qu'on l'a compris maintenant, après 3 saisons où il enchaînait tous les matchs. En tout cas, il y a 2 profils qui sont super intéressants, qui se concurrencent aussi en sélection sur le papier, donc c'est bien, qui apportent des choses différentes. Mais j'ai hâte de le revoir parce que j'ai hâte de le tester justement sur sa régularité, effectivement, et sur sa finition aussi. Mais oui, c'est la finition va être un vrai la finition pardon. La régularité va être un vrai sujet. Moi, je trouve qu'aussi le reproche le micro-reproche qu'on peut lui faire, on en avait parlé un peu de toute façon sur Twitter, Théo, c'est que c'est un joueur qui a joué aussi vachement seul et un peu, ce que je veux dire, c'est qu'il a appris notre jeu, il percutait énormément, mais quand tu regardes un peu toutes les différences qu'il a fait sur son côté, qui étaient très intéressantes, elles aboutissaient quasiment sur rien derrière. Parce que donc, soit il regardait pas assez autour de lui, il prenait pas l'information de ce qui se passait autour de lui, soit parce que du coup, bah ouais, ça se voyait qu'il était en manque de repères et que, bah, en plus, de toute façon, il composait avec un Gyökeres qui lui aussi apprenait le jeu. D'ailleurs, Timber, c'est pas un latéral qui est aussi connu à l'époque, enfin, il est en cours d'apprentissage, mais qui n'est pas connu pour apporter un vrai soutien sur le côté droit. Et au milieu de terrain, il a dû alterner entre Odegaard et Eze. Donc, il y a eu aussi beaucoup de changements autour de lui, en plus des nouvelles tactiques qui a ciblées. Donc, c'était difficile, je pense, pour lui d'être efficace. Mais cette efficacité va aussi devoir être importante, je pense, pour faire la différence. Et si c'est un joueur qui aujourd'hui peut performer en équipe nationale, en plus de challenger Saka, ce qui lui manque comme corde à son arc, c'est en plus donc de cette régularité, c'est cette efficacité devant le but et cette capacité aussi à lier le collectif de l'équipe. Là où je trouve que on voit encore que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualités à polir, c'est un diamant brut. Je trouve qu'à Chelsea, il n'a pas eu une grosse progression de carrière. Je trouve que Maresca n'a pas fait un travail formidable avec lui pour lui apprendre des clés tactiques de base que tu dois avoir en première ligue. Donc il a encore tout à apprendre et ça va venir progressivement. Mais la réussite de son parcours à Arsenal va dépendre beaucoup de sa rapidité à s'adapter à ces genres de demandes.
Ouais, et puis moi je trouve qu'il vient aussi pour apporter exactement ce qu'on attendait de lui et je trouve que ce qu'on avait de moins en moins, c'est-à-dire des différences individuelles. On va dire que le seul qui arrivait à faire des différences individuelles dernièrement, c'était Saka. Il prenait des prises à 2, des prises à 3 parce que tout le monde comprenait que c'était le premier à pouvoir casser, un certain nombre de lignes au moins par le dribble en portant le ballon. Ce que n'arrivait plus à faire Martinelli de son côté, pendant un certain temps. Moi, ça m'a fait du bien de retrouver quelqu'un qui était capable d'être imprévisible et on a bien senti un peu la panique des défenseurs quand ils se retrouvaient avec Madueke bien lancé. En effet, il manque un peu d'ajustement sur le dernier geste, mais c'est quand même agréable de voir enfin des différences qui sont faites par le dribble. Là où on avait la sensation que soit certains perdaient confiance, ou soit en effet on avait des comment dire, notre bon Bukayo Saka était bien défini comme le détonateur principal et presque unique de différences individuelles, quoi. Au moins par le dribble. Donc moi, au moins je trouve que de ce point de vue-là, il a vraiment rempli le job et je pense qu'on n'est pas on risque de le revoir encore et je pense même côté gauche à voir comment va jouer la hiérarchie et comment il va jouer avec le retour un peu de Trossard et tout ça à gauche, mais je pense qu'il va continuer de bousculer un peu l'équilibre offensif si ça continue comme ça. Même si par rapport à ce qu'on a dit au début, je pense qu'il va quand même à un moment donné, Arteta, vouloir créer un peu d'automatisme devant, parce qu'on va pas changer à chaque match de trio offensif, quoi. Et à un moment donné, je le vois pas changer à la carte. Oui. Peut-être en cours de match finalement, à voir, ouais. Après, il y a aussi un moment, il y a des matchs où il a joué à gauche, Madueke, où il était moins face au but aussi. Ouais. Il apportait des choses différentes, hein, avec son pied gauche. Absolument, ouais. C'était très bien, hein. Puis en vrai, je l'ai dit dans le chat aussi, c'est pas un tableau forcément dur qu'on fait ou négatif. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes, mais c'est vrai que c'est sur les 2 détails de discipline tactique, enfin 3, régularité, discipline tactique et finition. C'est compliqué aussi d'exiger qu'il mette 7 buts en 5 matchs parce qu'effectivement il a peu joué et il a été blessé aussi, et puis en adaptation. Mais c'est aussi une constante qu'on voit depuis le PSV, c'est-à-dire que c'est un joueur qui fait beaucoup de différences, beaucoup de dribbles, mais qui pêche face au but. Donc c'est l'axe de progression, on va dire, encourageant qu'on attendra de lui, mais il y a rien de négatif ou de catastrophe, hein, ça c'est une certitude. Max adore ça m'a fait un très beau flashback, une pensée au latéral droit brésilien de Nottingham qui à la mi-temps Ange le replace en défense centrale tellement il prenait l'eau. Oh là là, le pauvre, c'est Morato, ça. C'est vrai. Je crois que c'est Morato. Oh, ça c'est extraordinaire. On se souvenait même plus de son prénom tellement que je pense que même lui savait plus comment il s'appelait, je pense. C'était de la torture à mes yeux. Et du coup, la dernière recrue qu'on a beaucoup vue ces derniers temps, c'est Eze, qui a débuté quelques matchs en tant qu'ailier gauche, et quand Odegaard s'est blessé, il a été replacé en 10, du coup, milieu droit, enfin milieu central droit, du coup. On parle enfin du meilleur joueur du club. Oh, disons que la concurrence est rude. Mais en fait, c'est un peu comme Gyökeres, c'est que c'est de mieux en mieux, mais ça crève pas l'écran comme Zubimendi non plus. Tu vois, si on était un conseil de classe, on dirait 12 sur 20 et les encouragements et il faut bosser, quoi. C'est le ressenti que j'en ai perso. Je sais pas si vous êtes aligné là-dessus. Ouais, je reprends un peu les messages qui m'étaient évoqués sur le fait que voilà, Madueke vient d'arriver et c'est compliqué de lui tomber dessus. Je pense que Eze, c'est entre guillemets encore plus difficile parce que le gars arrive dans un système où Théo le connaît mieux que quiconque, mais qui tournait beaucoup autour de lui, où il aspirait tous les ballons, il jouait un petit peu où est-ce qu'il voulait et, et tout ce que je dis est évidemment dit sous le contrôle de Théo. Mais c'est surtout que voilà, c'est un joueur qu'on a mis qui, je pense pas, était prévu pour être intégré aussi vite et au poste de garde, puis ailier gauche, puis revenir au poste de garde, puis revenir un peu de temps en temps ailier gauche. Pour un mec qui arrivait plutôt en fin de mercato, on a dit en début de live sur Zubimendi, mais lui il n'a pas bénéficié d'une
longue préparation avec l'équipe d'Arsenal, avec Arteta. Il n'a pas vraiment assimilé encore peut-être tous ces principes-là. Moi, je lui donne encore un peu de temps. Là, il a un peu bouché les trous partout avec les différentes blessures. Donc voilà, évidemment, on voit qu'il a du talent, qu'il a des éclairs par moment, mais voilà, par moment, il doit certainement aussi avoir besoin de retrouver un peu confiance, de jouer un peu plus simplement parce que voilà, c'est comme ça qu'on retrouve du plaisir et qu'on retrouve un peu de sensation. Ça va venir, mais faut pas être trop exigeant aussi, je pense, maintenant. Même si je reprends un petit peu ce qui était dit aussi avec Gyökeres et avec d'autres. Hein, on a tendance à dire que parce qu'il connaît l'APL ou parce qu'il a 28 ans ou parce qu'il a déjà marqué plein de buts que tac, il va arriver, ça va cliquer d'un coup. Bah non, des fois c'est évident, des fois c'est facile. On l'a vu avec Rice, on l'a vu avec Mosquera, on l'a vu à 120 millions, on l'a vu à 11 millions. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'âge, c'est voilà, souvent c'est quand même beaucoup lié à la préparation. Hein. On a vu que les mecs qui avaient beaucoup galéré chez nous, c'est les mecs qui sont arrivés en fin de mercato. Donc voilà, je pense que là-dessus, on a quand même un truc qui se rejoint régulièrement sur la difficulté. Et souvent, ils le disent. Merino l'a redit aussi en disant que quand ils arrivaient à Arsenal avec Arteta, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient du mal à comprendre en arrivant. Et je trouve que c'est besoin de réapprendre certaines choses, besoin de se réadapter à un système. Et puis de plus en plus, ces joueurs-là arrivent quand même dans un système où comme on l'a dit en début d'épisode, la structure, elle est là maintenant. Tout le monde est là, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Quand tu arrives, tu as intérêt de te glisser au milieu de tout ça, mais tu vas pas. On n'a pas de franchise player, c'est Saka ou Rice, mais je veux dire, quand tu arrives comme ça, comme eux, Zubimendi, il a un peu plus le rôle, mais je veux dire, comme Mézé ou Gyökeres, bah, tout ne va pas jouer que pour toi. Hein. Il y avait une structure avant toi et c'est à toi de t'y intégrer. Quoi. Tu vas pas tout révolutionner tout seul. Donc, il y a un peu d'adaptation. Juste, j'en profite. Sur YouTube est toujours disponible les 36 minutes où Théo parle de Eze et d'Ekrik et fait toute sa biographie. Alors, si je peux faire ma propre pub à moi aussi. Théo, vas-y. Non, pour compléter un petit peu ce qu'a dit Thomas aussi, c'est l'adaptation, elle est claire. Vous en avez parlé avec Jérémy Docteur, je crois, hein, du système tactique d'Arteta, de ses exigences et tout. Donc c'est hyper important aussi d'avoir ça en tête dans l'adaptation, parce que il faut déjà comprendre le jeu positionnel, et en plus Arteta met de la grosse fluidité dans le positionnel, basé sur des relations entre les joueurs. Donc il faut vraiment que tout le monde se comprenne parfaitement dans des mouvements très réguliers, donc c'est extrêmement compliqué. Eze, il avait l'habitude d'être plutôt, comme disait Alioun dans le chat, un maverick, c'est-à-dire un joueur un petit peu sans position ou un joueur un petit peu sans zone, qui occupe vraiment de l'aile droite jusqu'à l'axe du terrain, quasiment jusqu'en faux neuf, qui perce les défenses adverses pour le fun et puis qui envoie des frappes de nulle part. Son but contre la Serbie il y a quelques jours en témoigne. Et c'est vrai que déjà il faut assimiler ça, et en plus stricto sensu d'un point de vue Maverick, on demande à un Maverick sur la moitié de ses minutes jouées cette saison, en l'absence d'Odegaard, de jouer dans une position où il n'est pas Maverick mais il doit être playmaker, à créer du jeu, littéralement à faire vivre l'équipe, à défendre aussi, parce que Eze n'a pas une grosse habitude à défendre à la fois en couverture et à la fois en pressing non plus. Donc ça, même si sous Glasner il avait déjà un petit peu gagné en discipline tactique, mais quand même. En fait, on lui demande de faire un travail qu'il ne sait pas forcément faire et dont il n'a pas forcément le profil. C'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est plus intéressant en ailier excentré chez nous ou en ailier de percussion, c'est parce que il peut faire un travail que Grealish a fait à City ou faisait à Aston Villa aussi, de joueurs de moment en fait, de joueurs qui va débloquer une situation, qui va créer une passe de nulle part et qui a besoin d'espace, qui a besoin aussi d'espace autour de lui. Cela dit, quand même, c'est pas une je trouve que c'est pas une si grosse catastrophe que ça, son positionnement en 10 chez nous, dans le sens où c'est largement un mec qui fait un taf suffisant pour transmettre le ballon, pour essayer jusqu'à finalement trouver Gyökeres assez régulièrement. Ça a peut-être donné aussi un peu plus de place à Zubimendi au milieu de terrain aussi, d'avoir plus d'influence de playmaker. Mais en tout cas, c'est un bon joueur de transmission, un bon joueur qui vive le ballon, qui n'est pas forcément influent, qui n'est pas forcément une tête d'affiche comme Léo Odegaard ou comme
Nwaneri dans la même situation aussi, en sub de garde. Mais c'est quand même un mec qui a fait un travail suffisant et qui, pour le coup, je pense, d'avoir été placé au cœur du jeu, va l'aider à comprendre un petit peu plus aussi notre jeu, nos positions, notre façon de créer, pour peut-être qu'il soit replacé sur l'aile à terme. Mais en tout cas, c'est pas... Enfin, son début de saison, pour un mec qui vient d'arriver à 27 ans et dans une situation où, en fait, il est avec un coach de très très haut niveau d'un point de vue tactique et très exigeant, le bilan est quand même vraiment plutôt positif en soi. C'est pas mal du tout. La seule chose, moi, qui m'a un petit peu dérangé, mais c'est très court-termiste et puis c'est un peu la suranalyse, c'est un peu son match contre Sunderland, la première mi-temps, où je le trouve très bas sur le terrain et où il a voulu faire du haut de garde. Et ça l'a vachement desservi, en fait. Comme tu dis très bien, en fait, Théo, c'est un joueur qui est très bon dans la transmission, mais qui a pas ce côté playmaker. On l'a vu contre Sunderland, il a voulu prendre ce côté playmaker qui a absolument pas marché. Alors pourquoi il a fait ça, je sais pas si c'était à cause du fait que Merino était en pointe et que du coup il fallait peut-être descendre plus bas pour se le servir ou pas, mais ça, ouais, voilà. On voit les qualités, comme je dis très bien, on voit aussi ses défauts, mais et par contre aussi, pour lui tresser des louanges et nuancer un petit peu, je pense que le travail qu'il a fait en 10 est bien meilleur que ce que Nwaneri aurait pu faire cette saison. On l'a vu, Nwaneri, on en parlera peut-être un peu plus, mais je trouve qu'il n'est pas encore totalement prêt pour un rôle au milieu de terrain, et ça a été quand même un gros luxe de pouvoir compter sur Eze sur cette série de matchs qu'on a fait sans Odegaard. Tout à fait. Pour les recrues, je pense qu'on est bon, parce que Kepa et Nkapie, ils ont littéralement joué 2 matchs, donc on va être... Oui, vas-y. Non, Ah, oui, pardon. enfin, je disais juste oui comme ça. Oui, Ok, pardon. Mais du coup, le truc qui est fou, c'est que pour beaucoup de recrues, on a dit c'est pas mal, mais ça, c'est pas mal, mais on verra avec l'adaptation. Mais en disant que des c'est pas mal pour nos recrues, on est premier du championnat bref, on a littéralement quasi tout gagné. Ce qui veut quand même dire que le reste de l'équipe tourne bien. Et du coup, on va pouvoir parler des autres joueurs qui sont pas les recrues. Dans ceux qui ont step up et qui commencent à choquer, enfin à être très impressionnants, moi il y a Timber et Calafiori, ils me font trop rire, je les aime trop. Il y a un truc de qui est pas c'est meilleur que Neto, pire joueur depuis 3 ans, c'est vrai. Malheureusement, c'est très vrai. Oh mon dieu. Timber et Calafiori, déjà, on est content qu'ils puissent jouer, enfin que Calafiori puisse enchaîner les matchs sans les blessures de l'an dernier. Timber, pareil, parce que techniquement, il revenait des croisés et c'était un peu compliqué. Et les deux sont trop forts, sont pas dans le même style. Calafiori est beaucoup moins solide. Enfin, c'est pas au duel, c'est plus dans la discipline tactique que je trouve un peu moins solide que Timber. Mais Calafiori, avec le ballon, il fait des trucs qu'un latéral n'est pas censé faire. Il prend des tirs mauvais pieds. Il prend des tirs mauvais pieds à l'entrée de la surface. Il fait des percées en dribble. Il fait des trucs qui n'ont aucun sens. Et Timber, ça devient effrayant. Le mec commence à faire peur. Et être aussi fort au duel en étant aussi fort techniquement, parce que même s'il fait moins de courses de dédoublement que fait Ben White, il a quand même, je trouve, une qualité technique pour les enchaînements de passes dans les petits espaces avec Odegaard et Saka qui est meilleur. Et voilà. Moi, je suis très content de voir les deux. Et en plus de voir que... de les voir tous les deux enchaîner, j'espère qu'ils vont pas se péter, même si on n'y croit pas. Ouais, c'est assez impressionnant. J'avoue que j'ai envie un peu de lier, enfin, je veux dire, ils se font leur début de saison à eux tout seuls aussi, par leur talent et par leur contribution, Oui. mais je lie un petit peu leur performance au double pivot Zubimendi-Rice, où Zubimendi drift un petit peu vers la droite pour combler un petit peu les montées de Timber dans le demi-espace. Et puis Calafiori de l'autre côté qui se permet de plus de liberté parce que Rice est moins aussi dans ce demi-espace gauche très haut, comme on le voyait la saison dernière. Il y a 2 ans aussi, dans le sens où je trouve qu'on repose plus notre dynamisme sur nos 2 latéraux qui effectivement sont des profils très complets et sont à la fois très bons sur des différences individuelles,
Timber est un peu plus dribbleur aussi en 1v1 qu'Alafiori d'ailleurs. Enfin, le mec a des allures d'ailier des fois quand il est excentré côté droit, c'est assez rigolo. Et puis ils te sortent, ils te sortent des ballons un petit peu de nulle part. Peut-être, on peut regretter peut-être le manque de réussite sur leur centre, peut-être. Mais à la rigueur, c'est pas si grave parce que c'est une partie secondaire de notre jeu pour le coup, vu qu'on n'a pas forcément de receveur dans la surface, à part Gabriel. Oui. Mais il monte pas systématiquement sur un centre. Bref. Enfin, c'est surtout que moi je suis surtout impressionné par Calafiori parce que Timber, on a vu en seconde partie de saison dernière beaucoup de belles choses, mais Calafiori, la dynamique qu'il apporte à ce côté gauche, c'est fondamental et phénoménal. Permet à Eze, quand il jouait à gauche, d'être plus dans un ailier gauche resserré, dans une position resserrée dans l'axe, quasiment 10. Martinelli aussi a beaucoup profité de Calafiori parce que Calafiori est un meilleur appui pour Martinelli aussi en termes de dribble, en termes de solutions. Enfin, en fait, c'est des joueurs qui sont cruciaux pour notre animation offensive et pour notre fluidité. Et c'est juste super de les avoir à ce niveau et pitié qu'ils le maintiennent très vite et très longtemps parce que c'est vraiment super, quoi. Absolument phénoménal. Peut-être on peut regretter, oui, le manque de réussite offensive, mais bon, c'est pas leur boulot principal, donc c'est ok, quoi. Enfin, vraiment, on va pas pigner là-dessus, quoi. Tout à fait, tout à fait. Thomas, est-ce qu'il y a un autre joueur du 11 titulaire dont tu veux dresser les louanges? Je risque de parler un petit peu des mêmes. Enfin, en tout cas, Calafiori et Timber, c'est quand même des gros noms. Gabriel et Saliba nous ont fait quelques petites frayeurs, même s'ils sont toujours impressionnants à tout un tas de niveaux. Il y a eu quelques moments de fébrilité qui étaient surprenants, mais j'ai l'impression que ces dernières années, peut-être depuis 2 ans, il y a toujours des petits moments où il y a des petites contre Sunderland, on l'a senti un petit peu. Il y a eu des petits trucs comme ça où on a senti un petit peu de fébrilité entre eux, ou un petit peu de, comment dire, des petits chutes de concentration. Mais voilà, c'était assez vite compensé, donc voilà. Peut-être un joueur qui m'a surpris positivement, je pourrais en parler de 2, mais peut-être je parlais de Trossard, qui m'a surpris, agréablement surpris, où je pense que comme beaucoup, c'était un des jours où on n'attendait plus grand-chose. Sensation de quasiment départ, etc. On a démarré la saison avec Madueke à gauche. On s'est dit ça y est, il est 3e derrière Martinelli, ou avec Martinelli, ils vont vraiment cirer le banc. Et puis finalement, il est revenu, il a été titularisé dans des gros matchs, contre City, par exemple, où je dis pas qu'il est bon à chaque fois, hein, clairement, et je dis pas que même dans un match, il peut être bon, il est rarement bon 90 minutes, mais il a toujours ce truc que moi j'aimais bien quand il arrivait, c'est-à-dire les gros buts, les buts importants, les buts dont tu as besoin, et les buts, même quand il fait un match dégueulasse, il arrive toujours à trouver une solution, que ça soit un but ou que ça soit une passe, il a aussi été passeur, et puis voilà, donc il a ce truc de je t'aime moi non plus, un peu de il nous saoule, on en a marre, et puis de temps en temps il revient, il nous met un but qui nous soulage. On l'a vu encore contre Sunderland. Il a un peu ce côté sang-froid, petite tête de con un peu, pour dire ça simplement. Mais ouais, c'est lui où on a eu quelques débats début de saison là-dessus, et voilà, je trouvais qu'il méritait qu'on en parle, et je pense qu'il a aussi ici peut-être un truc. Je trouve qu'il a progressé dans son investissement défensif. Parce qu'autant avant, je me souviens qu'on disait beaucoup que Martinelli gérait un peu à l'équilibre quand il y avait Malceus Kelly par exemple qui montait. Là, quand on voit les montées de Calafiori, on s'est dit ouh là là, va falloir quand même gérer un peu derrière, parce que Rice peut pas tout faire. Mais je trouve un peu plus concerné défensivement. Il est un peu agressif. Bon, il est des fois maladroit, mais en tout cas, je le trouve plus agressif sur l'homme. Et puis comme il est un peu tête de con, il aime bien chercher l'adversaire, lui tirer le maillot, etc. Donc voilà, je pense qu'il a, je trouve finalement celui qui pour moi devait presque un de ceux qui devait partir cet été. Je trouve que c'est un des plus concernés cette saison, et je trouve que c'est cool. C'est cool de l'avoir. Il sera pas trop cette saison. Mais c'est aussi une réflexion qu'on a eue
Beaucoup ont aussi eu avec Martinelli, et lui aussi, je trouve il s'est un peu remis la tête à l'endroit, il a retrouvé des jambes, il a retrouvé de, je sais pas comment dire, mais bref, il joue mieux. Je vais pas trouver la façon de le dire, mais il joue mieux, il recommence à être décisif. Euh, et je suis très content. Moi, je suis perso très content pour Martinelli de le revoir à un niveau qui est correct, de le revoir réussir, de le revoir être titulaire. Enfin, je suis content que quand on voit Martinelli titulaire, on n'a pas envie de se jeter sous un pont. Ça, c'est parce que c'est arrivé la saison dernière, surtout la saison dernière, que 22-23 c'était bien. La saison dernière, ça s'est arrivé souvent. Et c'était là une des grosses questions de l'été de est-ce qu'il faut prendre un ailier gauche pour remplacer Trossard et Martinelli. Au final, bah, il n'y a pas d'ailier gauche qui est venu, si ce n'est Madueke et Eze qui vont pouvoir dépanner à ce poste-là. Mais du coup, très content de revoir Martinelli à un super niveau. D'ailleurs, truc assez important, notamment sur les 2 matchs qu'il joue titulaire, non, il y a plus de matchs qu'il joue titulaire en fait, pas que 2. Style l'Atlético par exemple, pour prendre un exemple concret, il est aussi efficace parce qu'il a moins de tâches défensives, parce que Calafiori est à un très bon niveau aussi. Mm. C'est pour lier aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Calafiori, c'est-à-dire que on se retrouvait aussi avec un Martinelli qui redescendait beaucoup, parce qu'il jouait aussi souvent avec Lewis Kelly qui était un peu tendre, surtout en 1v1. Ou alors trop agressif, ou alors il jouait aussi avec Zinchenko. Et là, pour le coup, Calafiori étant dans une très grande forme, et notamment physique pour l'instant, Martinelli aussi fait beaucoup moins de retours défensifs, et donc est beaucoup plus frais, a beaucoup plus de lucidité aussi devant, pour faire des différences. Et c'est aujourd'hui quelqu'un qui a retrouvé de la confiance en 1v1, voire en 2v1, et qui apporte beaucoup offensivement, et notamment en sortie de banc. Il y a un mec sur Twitter qui parlait de finisher. C'est un peu le mot à la mode en ce début de saison sur toutes les équipes de Première Ligue, mais en gros, d'avoir des joueurs comme Martinelli qui rentrent en cours de match à la 70e et qui rentrent juste pour faire un appel tout droit, marquer, c'est-à-dire voilà, juste finir le match et finir d'une bonne façon. C'est un petit peu le rôle qu'il a trouvé en ce début de saison et qui fonctionne très très bien pour lui. Et après, quand il est passé titulaire, il a fait le taf, quoi. Donc comme un ailier qu'on attend de lui à 24 ans et 4 ou 5 saisons, 6 saisons de Première Ligue dans les pattes. 6. Ouais. Déjà. Ouais. Donc on le retrouve et ça fait vraiment plaisir. Il retrouve aussi la sélection. Donc il y a tout ça qui fait qu'il est dans une forme très positive avant blessure, malheureusement, quoi. Flo sur Trossard et Martinelli? Non, mais que dire d'autre que ce que vous avez dit, la même chose. Je suis toujours un peu critique sur Trossard. C'est vrai que j'ai fait 2-3 tweets où il me faisait voir un peu sa frustration. Je trouve que, par exemple, contre Sunderland, il fait une première mi-temps qui est un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre de lui, avec, je trouve encore beaucoup de manque de justesse, de technique et de QI foot dans la gestion des transitions. C'est un joueur, c'est ce qui m'étonne beaucoup, parce que c'est à Brighton, là où il était excellent dans les transitions justement, et là où il met son fameux triplé on-field, c'est beaucoup de buts qui viennent sur transition. C'est un joueur qui est capable de faire ça, et qui est très frustrant, parce que donc t'as des matchs comme ça où il va faire une mi-temps où il va passer au travers, et sur la seconde, en fait, il fait tout bien ce qu'on lui demande, et il va marquer un but incroyable. Mais en plus de ça, je trouve que son passage de la 45e à la 70e est de très très bonne facture, voire de très très haut niveau. Il perd un peu le pied en fin de match parce qu'il est complètement cramé, et ça, c'est logique avec tout ce qu'il enchaîne et puis tout ce qu'il a dû enchaîner avec la blessure de Martinelli. Mais c'est un joueur, ouais, c'est un vrai plus. Et puis, il est vrai que c'est une belle revanche qu'on a sur un petit peu les rumeurs du mercato d'été. Ça démontre aussi l'importance d'avoir un effectif fourni aujourd'hui, parce que je pense que le fait d'avoir, pour Trossard ou pour Martinelli, l'arrivée de Madueke et de Eze en recul offensif, ça leur a mis un petit coup de pied, à mon avis, pour les relancer un petit peu, leur dire, bah les gars, c'est ok, vous avez fait, vous êtes un petit peu là, du coup, vous prenez un carton jaune, en gros, entre guillemets, vous êtes un petit peu en dessous de ce qu'on attend de vous. On fait ramener du monde, donc à vous de vous bouger, de montrer que vous pouvez revenir au niveau auquel on vous attend. Et c'est une chose qu'ils sont arrivés à faire de manière fort bien sur ce début de saison avec les blessures. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller là, du coup, avec le retour de tout le monde, parce que voilà, je ne les vois pas être titulaires, mais ce serait intéressant de voir leur réaction justement sur comment ils vont réussir à gérer ce retour, soit sur le banc, soit en tout cas avec des minutes amoindries par rapport à ce qu'ils avaient jusque-là.
Il y aura peut-être même un joueur de trop dans l'effectif en attaque, parce que peut-être que Trossard aurait dû partir ou pu partir sans la blessure d'Havertz. Il y a des storylines comme ça, des rumeurs. Est-ce qu'il partira en janvier au retour d'Havertz? On ne sait pas. Enfin, après le retour d'Havertz, on ne sait pas trop. On verra. Parce qu'après, pour le coup, il mérite sa prolongation de contrat. Vu ses performances, il mérite de rester cette saison encore jusqu'à la fin de la saison. Voilà, faudra voir. C'est vrai qu'on aura un joueur en trop. Alors après, Max Doman, on va se calmer un petit peu avec lui. Il faut qu'il aille au lycée un petit peu avant d'enchaîner les matchs. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez Estevao à Chelsea qui a 18 ans et qui a du mal à enchaîner les matchs physiquement. Doman, il a 3 ans de moins. Donc on va freiner un petit peu. C'est logique. Est-ce que Nwaneri repasse sur l'aile? On verra par rapport à son manque de temps de jeu au milieu de terrain. Enfin, il y a pas mal de choses encore à imaginer sur le squad building en attaque, mais c'est vrai que sur les options offensives, on a suffisamment de variété pour ne pas avoir ce problème d'irrégularité qu'on a eu la saison dernière, ça c'est sûr. Et c'est cool. Complètement. Nwaneri, vous en pensez quoi actuellement? Je suis désolé, je pose des questions. Non, vas-y. Joe. Mais ça m'intrigue d'avoir votre avis sur Nwaneri, parce qu'on parle de tout un tas de joueurs, mais c'est vrai qu'il y a ce joueur-là qui nous a montré plein de trucs par le passé. On s'est dit il est grillé trop tôt, on l'a fait jouer trop tôt, ou il a pas passé le step et du coup il est. Enfin voilà, votre avis là-dessus m'intéresse beaucoup. Pour moi, il est à un niveau. Enfin, comment dire, ce qu'il montre, c'est normal pour un mec de 18 ans. C'est-à-dire qu'il rentre avec l'envie de prouver. Et quand ça passe, ça fait des bangers. Et c'est ce qu'on a adoré la saison dernière. Mais quand ça marche pas, bah c'est des matchs qui sont très bof. Et vu qu'il n'a pas réussi à. Et vu qu'il y a aussi un manque de discipline tactique pour dicter le jeu quand il joue en 8, bah c'est dur de l'imaginer autre part que dans sa place qui est actuellement la sienne, c'est-à-dire troisième ailier droit et troisième meneur de jeu. Mais c'est pas déconnant que ton gamin de 18 ans soit ta troisième option à deux postes qui sont clés. De toute façon, il le dit lui-même, il l'a pas dit comme ça, mais à la trêve de, je sais plus si c'était septembre ou je crois que c'était septembre. Enfin, il faut encore que je progresse, quoi. Il a listé une grande partie de ses lacunes, notamment physiques et tactiques. Il sait exactement que par rapport à la discussion qu'il a eue avec Arteta et le staff avant sa prolongation, il y a encore du boulot. Il a eu des garanties sur le travail à fournir et sur son temps de jeu. Mais c'est vrai aussi qu'on doit le prendre comme un joueur d'Arsenal qui joue le titre aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur qui doit marcher à la compétition, qui doit marcher à la hiérarchie, au statut, et que si il fait des performances comme à Port Vale, où il peut faire des moments très intéressants, il peut peser offensivement, mais que défensivement, c'est quelqu'un qui laisse pas mal d'espace au pressing, pas forcément à l'aise ou juste, bah tu passes derrière un Mikel Merino qui avait pris la place d'Odegaard pendant un moment. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pas un gros mot de le dire. Merino apporte beaucoup de choses d'un point de vue défensif et d'un point de vue pressing que n'apporte pas aujourd'hui Nwaneri. C'est une logique peut-être un peu trop Sean Dychienne du football qu'on peut analyser, qu'on peut dire. Mais la réalité, c'est que ça nous a permis de gagner des points aussi cette saison, de faire d'encaisser aucun but en octobre et d'être premier du championnat. Donc, bon, on peut évaluer le curseur, c'est une question aussi. C'est mon mot préféré cette saison, je crois. C'est une question de plus et de moins. C'est une question de est-ce que si tu fais Nwaneri, à quel point est-ce que tu t'autorises à avoir plus de risques défensifs et offensifs par rapport à un autre joueur, et à quel point est-ce que tu te dis bah écoute, il passe devant Merino parce que irrémédiablement, enfin irrespectivement de la forme ou quoi que ce soit, parce que Nwaneri, il faut qu'il joue un petit peu. Voilà. Jusqu'à quel point est-ce que tu justifies sa titularisation et jusqu'à quel point est-ce que tu le fais jouer aussi par rapport à des logiques de titre. Et comme tu dis, Jérémy, c'est pas déconnant pour un mec de 18 ans de jouer aussi peu en étant le troisième milieu offensif dans la hiérarchie, comme Lewis Kelly d'ailleurs. Voilà. C'est des joueurs qui ont besoin aussi de marcher à la concurrence, qui ont besoin de progresser, et c'est tout à fait normal et OK avec ça, quoi. Oui, tous les gars de 18 ans ne sont pas Lamine Yamal. Et tu regardes à City, il n'y a aucun mec de 18 ans qui joue.
Mhm. Oscar Bob, il a mis 3 ans avant Ouais, de c'est jouer, Même- de jouer régulièrement, même- et maintenant il joue plus régulièrement en plus, c'est pire. même Et Foden. Oscar Bob a 21, 22 ans, même Foden. Même Foden, il a attendu, Pep a attendu d'avoir qu'il ait 20, 21, 22 ans pour le faire jouer régulièrement. En fait, il y a qu'au Barça où tu as des mecs de 18 ans qui jouent tous les matchs. Ça n'existe qu'à Barcelone, en fait. Et puis parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. Hein. C'est un truc Oui, de... c'est. À un Oui, moment non, donné, mais ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas recruter, donc de toute oui, façon... c'est la construction du club qui est faite comme ça. C'est la construction du Ouais. club, c'est on fait jouer nos gars, et après on comble le reste avec de l'argent. Enfin, avec les recrutements. Et quand t'as pas de recrutement, bon, t'as un pas peu de chance. encore plus forcé. Après, ils sont pas, comment dire, ils ont pas de problème pour avoir des grands talents qui viennent de la formation. Donc Ah non, ça les aide aussi forcément, mais Et aussi, peut-être qu'ils se seraient fait. ils ont une culture de formation depuis 40 piges Hmm. d'avoir 4 mecs par an qui sont au niveau Liga, parce que ça n'a aucun sens. C'est vrai, parce que l'argument, c'est de dire, ouais, ok, ils sont champions d'Espagne avec ça, quoi. Oui, d'accord, Oui. mais c'est aussi une question de philosophie et de culture, ouais. Oui, Et puis bon, ils jouent la Liga. Enfin, je veux dire, en première ligue, on n'est plus dans les années 90, mais tu as quand même des risques de blessures ou de taekwondo assez importants dans la surface, donc il faut faire aussi attention à ça. oui, et puis... Odegaard peut témoigner, malheureusement. Non, mais oui, et surtout, non, mais surtout le fait est que au Barça, euh, bah déjà, en vrai, récemment, ils ont un peu tiré sur la corde, et du coup, t'as Pedri, Gavi, Fati qui ont eu des blessures de ouf, parce qu'ils ont tiré sur cette corde de ouf, parce qu'ils s'étaient mis dans la merde financièrement Ouais. à cause de Bartomeu. Mais, Ah, c'est clair. mais genre, avant ça, en fait, déjà, c'est un peu de la triche quand genre, c'est facile pour un milieu de terrain de venir jouer des matchs, quand à côté de lui, c'est Xavi et Busquets, tu vois. T'es un peu en C'est mode, clair. bon. Tu sais, il y a une saison, je crois que c'est la saison 2015, où Mounir El Haddadi, un mec du centre, il met 15 buts parce qu'il est quatrième attaquant derrière Messi, Suarez et Neymar. Tu sais, donc il joue des bouts de match, il joue des matchs de coupe, et du coup, bah forcément, les deux autres, ils le font croquer, et il finit la saison à 15 buts. C'est ça. Et puis pour revenir à Yamal, Yamal a une pubalgie, donc Oui, voilà. Yamal commence à avoir des il y a ça soucis aussi. physiques. Voilà, Et attention à ça aussi. tu regardes Fati, bon... Fatigue aussi. Oh là là, je l'ai vu à Angers il y a pas longtemps là, contre Monaco là. Oh là là, ça faisait bizarre de le voir ici. Hein. Je me dis, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, Non, mais... côté de Balogun là? Oh là là, et Mika Biret là. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Multivers. Est-ce qu'on a parlé de tous les joueurs à peu près? À peu près, ouais. À peu près. Ben si. White, il y a... Ah si, je voulais lancer Ça, lancer sur quelque chose. Raya? Pas trop Oui, de Raya. oui, bah justement, un peu à propos de Raya, mais c'est les coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup des coups de pied arrêtés. Mais on est monstrueux. Rice est un tireur de corner démentiel. C'est incroyable. Saka pareil. Gabriel est, bah, en vrai, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur défenseur dans la surface adverse du monde? Je pense. Bon, il y a toujours les mecs de Chelsea qui vont ramener et dire que leur centrale est meilleure. Passons. Colo, il est largement meilleur que Gabriel, clairement. Il a juste plus de genoux. Oui, mais c'est... Flo, tu m'as demandé... tu voulais une tribune pour parler des coups de pied arrêtés. Non, pas des coups de pied arrêtés d'Arsenal, mais des coups de pied arrêtés en général, en fait, Oui, et non, de bien sûr. l'importance que ça a pris aujourd'hui du côté des débats en Angleterre, et puis principalement de certains pundits qui se plaignent énormément de ce qui est devenu le jeu en Première Ligue. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, en Première Ligue, on a vécu, je trouve, un début de saison absolument incroyable, on va dire, en termes de ce qu'on aurait pu voir sur l'importance qu'il donnait aux coups de pied arrêtés, notamment les touches longues. Enfin, on est sur le retour aujourd'hui des touches longues, alors que je pense que personne n'aurait pu anticiper ça il y a encore quelques mois, avec des clubs en fait qui ont bossé leur sujet à fond. Et en fait, on se rend compte que la Première Ligue est devenue un niveau tellement homogène et tellement, comment dire, où chaque marge de points, aussi infime soit-il, doit être grattée et doit être absolument ne pas être délaissé. Donc en fait, avec donc des clubs qui veulent saisir toutes les opportunités possibles aujourd'hui pour essayer de ne pas
Je m'en perds dans les mots, je suis désolé. Voilà, pour essayer de Oui. gagner pour causer les marges le plus au maximum possible, et ça passe par les coups de pied arrêtés. Et je trouve ça extrêmement, intéressant, et de voir ce virage qui a pris la Première Ligue. Je ne sais pas jusqu'où ça ira et jusqu'où on ira dans la caricature des coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai que je trouve que le jeu en Première Ligue a énormément changé. Arsenal y est aussi un peu pour quelque chose. Je trouve qu'ils ont peut-être établi une espèce de modèle sur la façon de gérer les coups de pied arrêtés, de trouver des points, des choses dans le genre, qui a inspiré d'autres clubs et grand bien leur en face. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu des affiches extrêmement spectaculaires cette saison en Première Ligue par rapport, je pense, à cet aspect-là du jeu. Et ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui va être mis en place pour, on va dire, un peu contrer ça, parce que je pense que certains diffuseurs se sont plaints un petit peu de ce genre de spectacle et puis de ces équipes-là qui essayent un peu de faire un retour au kick and rush des années 90 du football anglais. Et ça sera un impact qui va être extrêmement important à suivre, dans le sens où aujourd'hui, ça va impacter Arsenal. Si la Première Ligue décide de jouer contre les coups de pied arrêtés, de réduire un petit peu l'impact que les coups de pied arrêtés ont dans le jeu, nous, ça nous impactera aussi forcément, puisqu'on a quand même pas mal de buts qui, euh, qui sont en lien avec les coups de pied arrêtés, même si je pense que ce ratio va diminuer progressivement vu va avoir un jeu qui s'est mis en place. On l'a vu contre Sunderland, on a pu observer qu'on avait de plus en plus de facilité à se créer des occasions dans le jeu, mais peut-être que voilà, cette béquille des coups de pied arrêtés va être amenée à disparaître dans les prochains matchs. Il faudra trouver un plan et être toujours un petit peu au-dessus de la courbe, on va dire, pour ne pas se faire avoir par ce que la Première Ligue va prévoir, en tout cas euh, pour ne pas avoir un jeu uniquement basé sur les coups de pied arrêtés, l'effet de jeu de buts de dernière minute, des choses dans le genre qu'on a pu le voir sur cette début de saison en Première Ligue. C'est très Et en bouillon, même je temps, m'excuse. Non. c'est terrible. Ce qui est terrible, c'est que l'analyse est fausse en plus du problème entre guillemets des coups de pied arrêtés. C'est-à-dire que ça permet de changer le momentum d'un match. Brentford bat Liverpool parce que Liverpool perd le momentum sur un coup de pied arrêté de Kayode sur une longue touche, je crois. Nous, on bat Burnley, on débloque le match et on fait plus de spectacles à Turf Moor parce qu'on a un coup de pied arrêté et que du coup Burnley est obligé de se découvrir un petit peu. Et du coup, on enchaîne sur 60 minutes de fou furieux avant la 70e minute en seconde période où Burnley se rebisse un petit peu. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on avait l'habitude on avait perdu les coups de pied arrêtés de vue pendant 20 ans parce que c'était devenu désuet avec Rory Delap. On en revient aujourd'hui aux coups de pied arrêtés, mais la question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'ils sont sortis du football comme ils ont été décrédibilisés alors que ce sont des occasions de but. Et nous, en fait, on l'a très bien compris. City l'avait compris en ayant un Jover avant nous. Enfin, je veux dire, tout ne tourne pas autour d'Arsenal. Sunderland est 4e avec aussi beaucoup de travail sur les coups de pied arrêtés. C'est une méthode de Lebris. Donc il y a tout ça qui est à rentrer en compte. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi avec une Première Ligue très homogène, parce qu'aussi, on a des équipes qui cherchent à marquer des buts de plein de manières différentes et à retourner le momentum d'un match n'importe comment. Et c'est ça qui est aujourd'hui hyper intéressant, qui peut être relou à regarder, mais d'un autre côté, ça nous permet d'avoir des résultats surprises aussi, quoi. Mais ça se voit au classement. Genre, j'ai le classement devant les yeux depuis tout à l'heure, et le fait qu'entre Chelsea 3e et Everton 13e, il y a 5 points. En fait, il y a que 2 équipes qui sont un peu qui se sont détachées, c'est Arsenal et Wolverhampton qui a 2 points. Je l'affiche quand même, ça fait longtemps. Wolverhampton qui a pris 2 points, ça c'est complètement fou. Et puis, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Enfin, Leicester a été décrédibilisé en 2020-2023 parce qu'ils étaient pourris sur coup de pied arrêté et ils sont descendus pour ça. Et Aston Villa a changé sa méthode de coup de pied arrêté parce qu'ils étaient absolument abominables sur coup de pied arrêté, première ou deuxième saison d'Emery. Donc, voilà, c'est un facteur de performance et c'est un facteur aujourd'hui de critique. Quand tu travailles pas tes coups de pied arrêtés, tu peux te faire laver ou tu n'as pas forcément plus de réponses que l'adversaire. Donc, c'est là aussi où nous on performe, c'est qu'on l'a compris et on en fait des occasions de but. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. En tout cas, d'un point de vue spectacle, j'ai pas de problème avec ça. C'était aussi un truc du PSG en Champions League d'être historiquement faible sur coup de pied arrêté, et que du coup ça t'a fait perdre des matchs, ça t'a fait perdre des qualifs, et ça t'a fait perdre des campagnes de Ligue des Champions. Oui, c'est vraiment un truc de maximisation de tous les aspects du jeu et
Et aussi, je pense que le fait que on a l'impression que, en fait, ça d'ailleurs, faudrait le vérifier déjà sur la saison ou sur l'année, si c'est une vraie différence. Il y a vraiment plus de buts sur coup de pied arrêté que les années précédentes. Mais c'est potentiellement juste un truc de, bah, les équipes défendent mieux et du coup, il y a moins de buts dans le jeu et du coup, on a l'impression qu'il y a plus de buts sur coup de pied arrêté. C'est juste parce que les équipes défendent mieux. Mais tu regardes le top, le top, genre, ce qui est fou, c'est Bournemouth, c'est pas, genre, Palace est 9e, enfin, est 10e, alors qu'ils sont trop forts. Non, bien sûr, mais au-delà aussi des coups de pied arrêtés, moi je trouve que la paranoïa en fait et la force du discours qui a été mis un peu dans le crâne des analystes du football anglais, c'est qu'on a vu contre Sunderland des panneaux publicitaires qui ont été poussés le plus proche de la pelouse possible pour empêcher les touches longues d'Arsenal, alors qu'on n'avait jamais marqué un but sur touche longue et qu'on est extrêmement nul sur touche longue. C'est simple. Donc voilà, en fait, c'est assez curieux en fait de voir ce discours qui arrive et de voir cette narrative en fait qui marche dans des. En fait, je sais pas ce que Sunderland a foutu, je sais pas ce que le Brice a pensé en validant ce genre d'idées tactiques, Ouais. mais ce débat il influence beaucoup, je trouve, du coup, certains clubs dans leur approche de match. Mhm. Tout à Et fait. puis influence aussi les spectateurs sur ce qu'on voit, ce qui est un problème. Enfin, on stigmatise Bien vraiment sûr. beaucoup trop Ah, facilement absolument, aussi, quoi. absolument. Bah, de toute façon, on Et l'a vu, aujourd'hui, on il se y a trouve sur Twitter à avoir des débats sur la première ligue est chiante et une Farmer League parce qu'il n'y a que des coups de pied arrêtés. Ce qui est faux. En plus. Non, absolument, bah, Oui, c'est absolument faux. tout à fait. Mais voilà, je trouvais que ce débat-là, il avait lieu d'être parce que, ouais, Oui, en non, mais fait, t'as ça raison. débat sur beaucoup de choses. Et je pense aussi, honnêtement, que la Première Ligue, c'est un peu tirer une balle dans le pied sur le calendrier début de saison, en mettant des affiches aussi importantes que Liverpool Arsenal, et que Arsenal City, et il y en a eu 2-3 autres aussi, aussitôt dans la saison, sachant que c'est des matchs sur lesquels tu vas vendre beaucoup, tu vas avoir beaucoup de visibilité, et les mettre en début de saison comme ça, bah, c'était quasiment sûr qu'on n'allait pas avoir des matchs avec beaucoup de spectacles, et bah, ils peuvent s'en prendre un petit peu quand même là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes à 1h26 et on vient de Et on a finir. fait que la moitié des sujets. Et on vient de finir Arsenal. Non, on a fini le gros sujet. On a fini le gros sujet, on a fini Arsenal. Il en reste 19. Il reste 19 clubs. Tout à fait. Alors, ce que je vais faire, je vais juste couper l'enregistrement comme ça je pourrais uploader ça sur YouTube d'un coup et ça fera pas une vidéo de 3 heures. C'est super. Quel Oh, professionnalisme. t'as vu comme c'est professionnel. Au revoir YouTube. Au revoir.